Salut camarades! Jusqu'ici, je pense pas qu'on puisse dire qu'on ait survolé la première croisade, avec 6h, 21 minutes et 37 secondes passées dessus. Néanmoins, au milieu de tout ça, il y a un élément un peu bancal, un peu vague, dont, faute de compréhension sûre ou du moins correcte, eh bien, j'ai souvent préféré me moquer gentiment, suivant un peu aveuglément et un peu bêtement là-dessus, les avis des grands historiens du passé comme Runciman ou Grousset. Ce sujet, c'est évidemment Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Bon, en même temps, c'est écrit sur la vignette et sur le titre. Pour passer à côté, fallait être fortiche. Raymond, qu'on a souvent décrit comme un homme inconstant, colérique, jaloux, cupide et vaniteux, dont le comportement aurait plus d'une fois compromis la réussite de la croisade. Mais pourtant, pourquoi ça? Cette description, d'où vient-elle? Car il est vrai qu'à quasiment chacune de ses décisions, ou à chacun de ses actes, à vrai dire pas toujours facile à comprendre, faut être honnête, l'historiographie a plutôt retenu l'explication qui lui était défavorable, alors même qu'il en existe d'autres qui sont beaucoup plus à son honneur. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher sur la suite de ses aventures, mais aussi rétrospectivement sur toute sa participation à la croisade. Rassurez-vous, plus dans l'analyse politique de celle-ci que dans l'énumération des faits. Pour ça, il y a toutes les vidéos avant, il y a des bouquins, il y a tout ce qu'il faut. Mais vous trouverez néanmoins dans la description et ici un code temporel pour passer directement à la suite de ces aventures, si vous n'avez pas envie de vous taper toute la première partie. Sachez quand même que je vous jugerai. Mais, au-delà donc de la première question qui vient à l'esprit, d'où vient cette mauvaise image de lui, surgiront bien vite une seconde, comment interpréter autrement ces choix étranges si c'est pas juste un trou du cul égoïste, et enfin, et si on lui devait beaucoup plus qu'on ne le pense. Pour revenir sur le passé du bestiau, bien qu'on ait plus de documents sur les 10 dernières piges de sa vie que sur les 50 premières, on parle quand même d'un des plus grands barons européens à l'époque, d'autant plus riche, puissant et relativement indépendant que ses voisins ont d'autres chats à fouetter. Les Francs au nord ont des vassaux turbulents à gérer, les Espagnols de tout poil se battent contre des Almoravides, et le nord de l'Italie est déchiré par le conflit entre le Saint-Empire romain germanique et le pape. Sans compter les Normands qui s'implantent de l'Angleterre à la Sicile en passant par la Calabre. Difficile donc, au milieu de tout ça, de faire plus peinard. Fils, comme on l'a évoqué, de Pons de Toulouse et d'Almodis de la Marche, il n'est pas l'aîné, mais va tout de même surpasser son grand frère Guillaume IV, en réunissant patiemment des terres pendant près de 30 ans, notamment 13 comtés, de la Provence à Toulouse, en passant par le Lot ou une partie de l'Auvergne. Et ce, le plus souvent, par magouille d'héritage, par mariage, par achat et par diplomatie, plutôt que par la guerre, à laquelle il aura recours, cela dit quelquefois, on va pas se mentir, notamment contre 2-3 vassaux turbulents ou contre le comte d'Auvergne, par exemple. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. Et ça, c'est très important. S'il ne rechigne pas à faire la guerre à laquelle il est assez bon, il faut le dire, puisqu'il les gagne souvent, il cherche, avant d'en arriver là, à avoir le bon droit pour lui, s'appuyant soit sur des décisions approuvées par l'Église, soit sur des décisions prises lors de conseils de barons. Car, étant un méridional, il est en effet très respectueux des décisions collectives, et malgré sa position prééminente sur les autres barons du coin, ou même tout simplement sur ses vassaux directs, eh bien, il demeure leur égal, et beaucoup sont de fait indépendants, ne lui devant aucune obéissance particulière. Et ça justement, on l'a souvent pris pour de la faiblesse, ses contemporains notamment ne comprenant pas que pendant la croisade, ces Provençaux lui imposent leur volonté, ce qui a même fait dire à ses contemporains que ses vassaux ne l'apprécient pas, puisqu'ils ne respectent pas son autorité. Mais c'est pas qu'il est faible ou peu respecté, c'est qu'il écoute et qu'il respecte la décision collective. Seulement ça, les bourrins du Nord, ils comprennent pas. Avec vos conneries modernes, je pars pour un con, c'est tout. Vous passez pour un con parce que vous écoutez. Mais évidemment, les gens sont pas débiles non plus, ils voient bien que c'est du flan. Mais parce que c'est du flan. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Mais de la vraie écoute qui mène à la réflexion. Quelle réflexion? Vous avez dit écoute, vous n'avez pas parlé d'autre chose. Si vous me dites pas tout aussi. D'ailleurs, on dit Provençaux, mais c'est super casse-gueule. Déjà, son armée, la plus grande de la croisade, et ce jusqu'au siège de Jérusalem, inclut certes des Provençaux, mais aussi des Bourguignons, des Auvergnats, des Pyrénéens, des Gascons, bref, de tout le sud de la France. Mais c'est pas tout. Le vrai souci, c'est qu'il a peut-être le cortège le plus hétéroclite de la croisade, car il a avec lui une foule de non-combattants particulièrement indisciplinés, qui va régulièrement foutre le sbeul ou le critiquer car elle ne comprend pas ses décisions militaires, ou réclamer son aide, qu'il accorde déjà grassement car il a toujours à cœur la sauvegarde des pèlerins. En effet, comme le disent les chercheurs texans John et Loretta Hill, auteurs de l'ancien introuvable mais néanmoins passionnant Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse,
auquel j'ai eu accès encore une fois grâce à Clément Juarez de Saga Film, merci à lui, il semble maintenant certain que Raymond était alors le seul chef en qui le peuple put mettre sa confiance. On détaillera ça. Bref, malgré sa bonne volonté, tout le bordel que vont foutre ces petzouilles qui suivent son armée sans qu'il ait parfois rien demandé du tout, eh bien ce bordel, on va le lui foutre sur le dos, notamment en disant de ces petzouilles qu'ils sont provençaux. Mais l'accuser de ça, c'est aussi con que de dire que Robert de Normandie est responsable des Normands de Bohémond, de dire que Godefroy est responsable des croisés allemands de Pierre l'Ermite parce que lui-même est vassal de l'empereur germanique, ou même de dire que Tancrède est responsable des actes des Flamands parce qu'il est chef croisé et que ce sont des croisés. Faudrait penser à tout remettre sur la bonne échelle de mesure. Sûr? Quoi sûr? Sur une échelle, vous avez dit? En plus des sans-la-bouse, il y a un autre problème, sans doute même beaucoup plus chiant. De tous, il se tape peut-être la plus grande concentration d'ecclésiastiques dans son cortège, avec évidemment Adhémar du Puy, Guillaume d'Orange, ou encore son propre chapelain, qui écrira sa chronique, Raymond d'Aguilère, dont on va reparler. Dans cette vidéo, hein, rassurez-vous, c'est pas non plus tout de suite. Enfin voilà, c'est pas un spoiler quoi, c'est un teasing, on va en parler aujourd'hui. Or, mis à part Adhémar du Puy, qui fut lui-même chevalier, connaît donc les réalités de la guerre, et a peut-être déjà fait un pèlerinage en Terre Sainte, cette horde de Curtons ne connaît rien à la guerre, ni à l'approvisionnement, ni à la stratégie, et part du principe que tout vient de la main de Dieu. Donc en gros, ils seront toujours prompts à critiquer les décisions militaires et politiques de Raymond, alors même qu'ils ne les comprendront pas. Bref, pour résumer, il se trimballe des barons qui sont indépendants de sa volonté, des clercs qui critiquent ses décisions sans les comprendre, et des pégus chamailleurs qui sollicitent en permanence toute son attention. Il part pas gagnant, le Raymond, avec un cortège pareil. Elle a fière allure, cette armée! D'autant plus, encore une fois, que ce cortège est sans aucun doute le plus important de tous, et que lui-même est a priori le plus grand chef de la croisade. Voire le chef. Tout court. Pourquoi? Eh bien, jusqu'ici, on a dit qu'il voulait se parer de ce titre par orgueil, par vanité, ou par quête de pouvoir. Mais en fait, peut-être avait-il aussi de bonnes raisons légitimes de croire qu'il l'était vraiment. Déjà, on l'a dit, c'est à la fois le plus puissant et le plus riche des barons croisés. Son armée est la plus grande et la mieux organisée, selon Joshua Prawer, une organisation sans doute acquise lors des guerres qu'il a menées en Espagne, et il est le seul justement à avoir combattu des musulmans, les Almoravides précisément, en Espagne, aux côtés d'Alphonse VI de Castille, entre 1085 et 1091. Raison pour laquelle sans doute, le roi lui a filé sa fille Elvire en mariage. Donc ça se pose là, côté pédigré déjà. Mais il y a aussi le fait que Raymond était très proche de l'ordre clunisien, qui à l'époque prenait de plus en plus d'importance, notamment dans le sud de la France et en Espagne, ouvrait de plus en plus d'abbayes et donnait même de plus en plus de papes, puisque Grégoire VII et Urbain II étaient clunisiens. Et justement, Urbain connaissait déjà la bonne disposition de Raymond à l'égard de l'Église, connaissance sûrement accrue par leur ami commun Adhémar de Monteil, évêque du Puy et vassal de Raymond, qui a dû faire la navette entre les deux. Certains avancent même, comme les époux Hill, que cette amitié clunisienne a influencé la conception que Raymond se faisait de la guerre sainte. On peut donc supposer qu'avec son projet de croisade en tête, Urbain comptait surtout, voire uniquement, sur l'aide de Raymond et du Languedoc, qui plus est, était effectivement le coin le moins occupé militairement de l'Europe d'alors, et donc le plus disponible. Et du reste, vu justement ce gros bordel européen ambiant, comment Urbain aurait-il pu prévoir un succès si fou que des princes du Saint-Empire romain germanique, de France ou d'Italie allaient aussi le suivre? Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Toujours dans ce sens, il est plus que probable, mais pas sûr, qu'Urbain II ait rencontré Raymond à Saint-Gilles le 1er septembre 1095 justement, lors de son voyage à Clermont, et qu'il lui ait parlé de son projet, voire qu'il lui ait bel et bien remis la direction temporelle de la croisade. Ou alors Raymond pressentait ce projet, ou alors Adhémar lui en avait parlé. Sinon, comment expliquer qu'il soit le premier des barons à se croiser 1 ou 3 jours seulement après le serment d'Urbain II, sans pour autant être présent à Clermont? Déjà, le temps de trajet est trop long pour qu'il soit mis au courant en si peu de temps et qu'il fasse parvenir sa réponse. Mais surtout, prendre une décision aussi importante, sur un coup de tête, pour un gonze, toujours mûrement réfléchi, qui a mis 30 piges à patiemment réunir des terres pour forger une principauté riche et puissante, et qui vient, depuis 2 ans à peine, voire 1 an à peine, d'enfin récupérer l'entièreté du comté de Toulouse de son frère, ça paraît absurde. Après, qu'il ait décidé ça sur le coup ou un mois avant, ça ne nous explique toujours pas pourquoi il décide de tout abandonner ou presque pour partir sur les routes de Jérusalem à 52-53 balais.
On n'en sait trop rien, même si certains ont créé l'image du vieux comte chenu aux genoux qui craque priant dans une abbaye en méditant sur ses cheveux blancs et sur une dernière expédition au service du Christ. Peut-être voulait-il effectivement, comme on l'a souvent dit, grappiller des terres en Orient pour agrandir encore sa principauté. Nier son avidité serait aussi ridicule que de refuser de croire à sa volonté de puissance, nous dit Jean-Luc Desjans, auteur d'un livre pas forcément dingue mais plutôt honnête sur les comtes de Toulouse, passablement pompé sur les époux Hill en ce qui concerne Raymond IV, d'ailleurs. Mais bon, il a le sens de la formule. En ce sens, par exemple, et c'est mon analyse personnelle, je dis ça au cas où je dirais une connerie, pas au cas où j'ai envie de me faire jeter des fleurs, Raymond était le seul, potentiellement, à avoir vent, notamment via les marchands ascalonitains débarquant dans ses ports de Provence, de ce à quoi pouvait ressembler la Terre Sainte, ce qui a pu le motiver un peu. Après, il faut aussi rappeler qu'il est vraiment très pieux, au point sans doute de prendre cette décision folle par amour de la foi, comme tant d'autres à ce moment-là. Ça touche pas que les grouillots, l'extase mystique. D'ailleurs, typiquement, au-delà des nombreuses donations qu'il fit toute sa vie aux abbayes et à l'église en Orient et en Occident, eh bien, on le verra notamment trimballer frénétiquement en Orient le calice de Saint-Robert, son saint protecteur, une sorte de doudou mystique. N'empêche qu'on ne sait pas exactement pour autant. Comme le dit Joshua Prawer, a-t-il donc méprisé ses beaux domaines et ses trésors d'Europe pour en gagner de plus vastes en Orient ? C'est possible. Mais il ne faut sans doute pas voir une contradiction entre les aspirations religieuses de Raymond, combattre les infidèles, et sa volonté de ne pas abandonner la direction dont le pape l'avait investi. Alors ça, de toute façon, va falloir vous habituer à sa dose de mystère au Raymond, parce qu'il ne faut même pas compter sur son chapelain Raymond d'Aguilère, qui est pourtant son intime, pour nous en dire plus. Comme le résume très très bien Jean-Luc Desjans, nous pouvons conjecturer que personne n'était capable de parler de sa politique, parce qu'il n'en parlait à personne. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Bref, sachant tout ça, on le voit se mettre en marche vers la Terre Sainte, organisant parfaitement bien son convoi, restant à l'arrière comme on l'évoquait, non pas parce qu'il a les miquettes, mais pour protéger les pèlerins, l'intendance, etc., notamment lors de la traversée plutôt musclée de la Slavonie, où il sait se montrer très cruel envers ses ennemis, d'ailleurs, et où il en impose déjà pas mal dans les combats. Car oui, malgré son grand âge, il demeure un chevalier vigoureux et conscient de son rôle de chef protecteur. Pour citer encore les époux Hill, Raymond est le premier à prendre le guet la nuit, le dernier à quitter son poste, et fut un soldat qui frappa l'imagination de ses ennemis païens, San Gilles, que Dieu le maudisse. Cette dernière partie est une citation dans la citation, ce ne sont pas les époux Hill qui disent ça, ce sont ses ennemis musulmans. Mais bon, soyons honnêtes, c'est pas forcément facile de faire des citations à l'oral sans faire des guillemets avec les doigts tout le temps. Voilà. Mais avant de rencontrer des païens, il va rencontrer des orthodoxes, et surtout un, Alexis Ier. Rappelez-vous, Raymond est le dernier des barons à se pointer à Constantinople, sans doute parce qu'avec son cortège de zinzin, la route n'a pas dû être facile. Et en arrivant, il refuse de prêter serment, malgré l'insistance des autres chefs croisés, se contentant d'une simple promesse de ne s'en prendre ni à Alexis, ni à ses terres. La plupart du temps, faute d'explications apportées par les chroniqueurs, les historiens en ont déduit une énième preuve de sa vanité et de sa volonté de puissance, refusant de reconnaître la suzeraineté d'Alexis Ier et voulant guider la croisade tout seul, ou alors une preuve de sa foi, refusant de servir qui que ce soit d'autre que le pape et donc Dieu. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alexis peut toujours brandir son pognon et ses cadeaux, Raymond veut pas. Je ferai de toi un homme riche et puissant. Non. Tu auras des sesterces. Des tas de sesterces. Non. Mais d'autres, les époux Hill notamment, tentent une autre interprétation de ce refus obstiné. Lorsqu'ils débarquent, fort de tout ce qu'on a dit, ils voient que les barons qui l'ont précédé ont tous prêté serment à Alexis de lui remettre les territoires byzantins libérés. Or, à l'époque, le fait de voir des barons occidentaux servir de mercenaires aux Byzantins, c'est courant. Le père de Robert de Flandre l'avait fait en 1091, comme on l'a vu dans la vidéo sur Frankopan. Aussi Raymond a-t-il quand même un peu peur de voir ses barons croisés prêter serment à Alexis et rêver ensuite de nouvelles conquêtes en chemin en tant qu'auxiliaire byzantin, typiquement comme Bohémond par exemple. Et si ça lui fait peur, c'est parce que cela signifierait qu'ils sont en train de dévoyer la croisade. Mais pas lui. Accompagné par Adhémar et de nombreux clercs, s'étant entretenu avec le pape, se sentant donc chef de cette expédition, qui a d'ailleurs potentiellement été pensée initialement par Urbain II pour les Languedociens sur lesquels il savait pouvoir compter, eh bien, il tente de rappeler aux autres barons pourquoi ils sont là, qui ils servent vraiment,
Et surtout, qu'il faudrait mieux qu'ils commencent à bouger leur miche plutôt que de glander dans Constantinople à se faire couvrir de cadeaux par le nabab local. Sortez-vous les doigts du cul! Se considérant donc comme chef de la croisade et obligé du pape auquel il a fait le serment de se croiser, eh bien il refuse de prêter un second serment à cet empereur, dont il a pour le moment toutes les raisons de se méfier. Ses ambitions ne sont-elles pas incompatibles avec la croisade? Et ne vient-il pas de débaucher tout simplement les autres barons? Bon, en fait non, puisqu'en soi, c'est Alexis qui a demandé à Urbain II de lui envoyer des renforts. Et de fait, le pape a surtout à la base appelé à venir en aide aux chrétiens d'Orient, pas forcément à libérer Jérusalem. Je rappelle qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a dit à Clermont. Mais bon, ça, Raymond, il n'est pas forcément au courant, ou alors il se fait sa propre conception clunisienne de la croisade ou je ne sais quoi. En tout cas, entre lui et Alexis au début, c'est juste un vrai dialogue de sourds. Aussi, dans un premier temps, comme on l'a vu, il retourne la proposition puisqu'il propose à Alexis de prendre la tête de la croisade, auquel cas il n'aura aucun mal à se considérer comme son vassal. C'est très malin, parce que Raymond serait alors, dans ces deux cas, gagnant. Car Alexis, vu ce que traverse son empire, ne peut accepter, donc risque d'être obligé de lui foutre la paix, et si par hasard il accepte, eh bien ça veut dire qu'il se met d'une certaine manière au service de la croisade, et donc du pape, ce qui en plus réglerait parfaitement bien cette histoire de schisme depuis 1054. Malin Raymond, hein. Mais enfin, faut pas oublier qu'Alexis n'est pas con non plus. Vous croyez que ça prend? Heureusement, la méfiance du comte envers le Basileus s'effondre bien vite, quand, en homme intelligent, il se rend compte, en discutant avec Alexis, que ses propres intérêts, donc ceux de la croisade, et ceux de l'empereur, ne sont clairement pas incompatibles. D'autant plus qu'il sait aussi que les croisés auront besoin du soutien d'Alexis dans leur expédition. Aussi a-t-il donc sans doute plus sauvé la croisade en mettant les choses au clair avec Alexis et en rappelant aux barons ce pourquoi ils étaient là, qu'il ne l'a forcé à tourner en rond autour de Constantinople à cause de son entêtement et de sa vanité, comme les historiens l'ont trop souvent dit. Parce que s'il n'y avait pas eu ce petit épisode, Dieu sait ce que la croisade serait devenue. Bref, comme on l'a vu, ce nouveau terrain d'entente se concrétise quand Raymond accepte de jurer de ne pas s'en prendre à Alexis ou à ses possessions, serment différent de celui prêté par les autres. Mais d'où ça sort cette différence? Eh bien, pour y répondre, je vais encore citer Joshua Prawer, l'historien israélien. Vous avez vu? Je cite de plus en plus d'historiens, là où avant je les paraphrasais plus ou moins, quoi. Non, cela c'est plus honnête intellectuellement, ça fait plus sérieux, ça évite de dire des conneries, et puis ça claque, les citations, tout simplement. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Et j'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Bref, Prawer nous dit, certains historiens font remarquer que dans le midi de la France, où les rites féodaux n'étaient pas fixés comme dans la France du Nord, les engagements de cette sorte étaient courants. Il suffisait à établir un lien vassalique entre le seigneur et ses hommes. Mais il ajoute, mais il nous semble plutôt que nous sommes en présence d'un serment de fidélité sans hommage, qu'il était habituel en Occident de prêter en même temps que l'hommage. Les devoirs vassaliques découlaient du deuxième serment, et en échange, le vassal recevait ses domaines féodaux. C'est ce à quoi Raymond refusa de se prêter. Le premier marquait l'égalité des deux parties, avec un respect particulier de celui qui s'engageait envers celui qui recevait. Bref, cette situation réglée, on le voit ensuite rester plus longtemps que les autres à Constantinople pour s'entretenir avec le Basileus, discuter avec lui du problème de la traversée du Bosphore et de l'Anatolie pour les troupes, comportement allant donc plutôt dans le sens de sa primauté sur les autres chefs, mais aussi parler du cas Bohémond, qui risque de leur causer du tort. Comment Raymond pourrait-il déjà savoir qu'il vaut mieux se méfier de Bohémond? Eh bien, on n'est pas sûr qu'ils le connaissent déjà, mais fait amusant, ils sont cousins. Raymond a en effet épousé en seconde noces Mathilde de Hauteville, fille de Roger Ier de Sicile, frère de Robert Guiscard, père de Bohémond. Oui, on s'en fout un peu. Bref, dans tous les cas, Raymond fait confiance à Alexis quand celui-ci l'invite à se méfier du Normand, et à le surveiller, conjointement avec Tatikios. Ouvre ton œil, toi. Et toi? Alors on dirait pas, mais cet extrait est d'autant plus de circonstance que, en l'occurrence, Louis de Funès s'adresse à un borgne, et on soupçonne en effet que Raymond était borgne. Soit qu'il ait perdu un œil face aux Almoravides, soit qu'il l'ait perdu lors d'un combat singulier contre un Turc pendant la croisade. Rien de certain, mais ça semble surtout dénoter du respect que les orientaux, musulmans ou chrétiens peu importe, avaient pour la valeur militaire du comte. Michel le Syrien, futur patriarche syriaque du XIIe siècle, dit même qu'il gardait son œil dans sa poche comme souvenir. Ce qui est parfaitement dégueulasse. Et pas forcément très utile ici en fait.
Bref, on reprend. Ainsi, Raymond n'est pas forcément jaloux de Bohémond comme on l'a toujours dit. Par exemple, son positionnement très différent des autres par rapport à Antioche s'explique sans doute par le fait qu'il est le seul à avoir spécifiquement juré de ne pas s'en prendre aux possessions de l'empereur. Aussi est-il sans doute plus sincère qu'on ne l'a cru quand il pousse les autres à respecter leur serment de vassalité. C'est peut-être moins de la jalousie envers Bohémond ou de l'envie de s'approprier Antioche que de la droiture, ce qui semble du reste le caractériser dans tous ses actes. Mais puisque j'évoquais le fait que Bohémond mettra ensuite en place une sorte de propagande anti-byzantine qui fera mouche à travers toute l'Europe, jetant les prémices de la 4e croisade, on en reparlera à la fin de la vidéo, et puisque Raymond a résolument pris le parti d'Alexis, vous imaginez bien laquelle des deux versions l'histoire occidentale a retenue. Moi je suis Jeannot, la posée sévère. Puisqu'on est à Antioche, toujours dans cette idée de voir jusqu'où il se considérait comme chef de la croisade, certains rappellent sa générosité, comme lorsqu'il offre pendant le siège 500 marques d'argent à la collectivité, une somme considérable, pour que chaque chevalier ayant perdu son cheval puisse en racheter un, chose qu'aucun autre chef ne fait, faute certes de moyens, mais aussi peut-être d'envie. De fait, sa générosité excessive l'amènera à dilapider de véritables fortunes, là où en Occident il était plutôt économe. Il est probable d'ailleurs qu'il ait reçu régulièrement, tout du long de la croisade, les revenus de ces terres languedociennes acheminés par ses alliés génois, qu'il connaît de longue date, et qu'il a recommandé auprès du pape d'ailleurs, ce qui aura l'importance qu'on sait, et qui, désolé, je me répète, rappelle encore, peut-être, sa prééminence dans la croisade, puisque globalement, il l'a organisé à la fois avec le pontife, puis l'empereur. On a aussi supposé qu'il a manigancé l'épisode de la Sainte-Lance avec Pierre Barthélemy pour rehausser le moral des troupes. Manœuvre éhontée certes, et peu digne d'un bon chrétien, mais qui fait preuve tout de même d'une grande piété, puisque ça traduit avant tout une grande volonté de voir réussir la croisade, en la réunissant autour d'un symbole fort. Factice, mais qui claque. Si je commence à me lancer dans les explications comme quoi, alors c'est pas l'objet qui est important, mais le côté symbolique, le sang de votre fils, la vie éternelle, alors là, les gars ils me regardent avec des billes comme ça, et puis ils décrochent, hein. Ah, rideau. Alors je crois que ce qui serait pas mal, si on va faire avancer un peu l'histoire, vous voyez, ce serait que vous fassiez péter un signe. Mais un truc comaque, hein. Mais il y a des bémols. Pour ceux qui se souviennent, s'il n'est pas jaloux de Bohémond ou en quête de puissance, comment interpréter le fait qu'il assiège des bleds autour d'Antioche, comme Albara ou Maharat, pendant la pause de l'automne-hiver 1098 ? Déjà, il n'a jamais été dit qu'il crachait ni sur les terres ni sur le butin. Ensuite, ces bleds sont au sud. Il a donc sans doute cherché à préparer le départ vers Jérusalem en occupant des avant-postes, ce qu'il fera d'ailleurs ensuite brillamment tout au long de la route de Jérusalem, puisqu'encore une fois, c'était le plus méthodique et le plus organisé des barons. D'accord, me direz-vous, mais s'il tient tant que ça à poursuivre la croisade, pourquoi maintient-il ses miches autour d'Antioche ? Vous en avez pas marre de chercher la petite bête tout le temps ? Eh bien déjà, je rappelle qu'il est le premier à partir, en janvier 1099, et que, s'il a tenté avant ça d'acheter les services des autres barons contre de l'argent, c'est pas pour le plaisir de jouer au petit chef, mais sans doute pour la même raison que celle qui l'a fait rester jusque-là. Ça aurait été suicidaire de partir tout seul. Mais vous ne voulez pas dire qu'on se sépare? Mais évidemment que si, c'est beaucoup plus sûr. Vous n'allez pas la ramener encore, vous avez la place la plus facile. La place la plus facile? Mais je suis tout seul. Non, encore une fois, pas parce qu'il flippe, mais parce qu'il tenait à la réussite de la croisade, et donc à sa cohésion, s'opposant donc pour ça à Bohémond, ou tentant d'allécher les autres avec un peu de pognon, à condition qu'il bouge et qu'il cesse de se tailler des fiefs entre Antioche et Édesse. Donc l'égoïste, c'est peut-être moins lui que Bohémond et les autres. Après, il est vrai que les pèlerins gueulent et s'en prennent à lui, menaçant de faire cramer Maharat. Mais comme on l'a vu, ils ne comprennent pas forcément son attitude politique, et de plus, c'est lui qui finit par donner l'ordre de foutre le feu à la ville. S'il avait vraiment voulu la conserver pour plus tard, comme Albara, il pouvait y foutre une garnison. Hein. D'ailleurs, cet incendie de Maharat, ainsi que la sortie de Raymond habillé en pèlerin et pieds nus, est vu par les époux Hill comme un sacré coup de théâtre forçant enfin les autres barons, un peu comme à Constantinople d'une certaine manière, face à son refus du serment, à se rappeler de ce pourquoi ils sont là. Et de fait, ils vont tous le suivre progressivement. Bon, sauf Bohémond et évidemment Baudouin de Boulogne. Mais quand même. Bon, après c'est une interprétation, mais non seulement elle tient debout et est cohérente tout du long de la croisade, on va continuer à le voir, mais surtout, elle n'est pas plus absurde que juste tout expliquer par sa jalousie, sa cupidité, son orgueil, etc. Et il n'est pas forcément cohérent non plus de lui attribuer une grosse volonté de puissance,
quand on le voit accepter quasi systématiquement les décisions collectives, ou quand on le voit se débarrasser des possessions acquises en les refilant aux Byzantins ou en les faisant cramer. Les possessions, pas les Byzantins. Et d'ailleurs, celui qui, selon les époux Hill, s'en sort bien mieux que Raymond, c'est Adhémar, parce que lui, il pense systématiquement comme Raymond à la réussite de la croisade et à la nécessaire entente franco-byzantine. Mais il a d'une certaine manière la chance, un peu bizarre mais voilà, de mourir en août 1098, avant donc de subir le même sort politique et surtout historiographique que Raymond. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Bref, ensuite c'est toujours la même chose. On voit Raymond, d'Antioche à Jérusalem, organiser le ravitaillement, protéger le convoi, obtenir des tributs de la part des émirs des régions traversées, mais non, les historiens préfèrent se concentrer sur ce qu'on appelle l'épisode d'Arka. Pour rappel, alors qu'il chante sur les terres d'Abou Ali Fakharmourk ibn Ammar, cadi dirigeant la riche principauté de Tripoli, et alors qu'une ambassade croisée vient d'être reçue à Tripoli, Raymond se met soudain en tête d'assiéger Arka, une ville du bled, convoitant les richesses de la principauté tripolitaine. Du moins c'est ce qu'on dit. Ensuite, ce siège va durer des plombes, Ibn Ammar faisant courir le bruit de renforts musulmans, ce qui pousse Raymond à demander l'aide de Godefroy et de Robert de Flandre non loin, puis une lettre d'Alexis Ier arrivant pour leur demander de l'attendre, en échange de quoi il prendra la tête de la croisade et leur paiera tous leurs frais. Les croisés, Godefroy en tête, finissent par refuser d'attendre et reprennent le chemin de Jérusalem. Malgré l'insistance de Raymond, insistance qu'on a souvent interprétée comme une volonté de profiter de l'attente pour continuer le siège d'Arka et ainsi s'emparer progressivement de la région de Tripoli en utilisant la croisade. Certains chroniqueurs poussent même le bouchon plus loin en disant qu'il lève le siège en pleurant de rage et en jurant de revenir. C'est pas juste. Pourquoi pas, mais ne peut-on y voir autre chose ? Déjà, même son propre chroniqueur, Raymond d'Aguilère, reconnaît qu'à ce sujet, il ignore beaucoup de choses. C'est dire. Du reste, si le but était de s'emparer de la ville, effectivement c'est un échec. Mais si le but était d'impressionner et de forcer la main d'Ibn Ammar pour en obtenir un gros tribut en échange de leur départ, c'est une réussite puisque c'est ce qu'ils obtiennent. De plus, les historiens ont souvent accusé Raymond d'avoir voulu profiter de la croisade pour prendre Arka, ou d'écarter Godefroy et Robert de Djabala qu'il voulait pour lui. Mais c'est parce qu'ils ont en tête son futur comté de Tripoli. Sauf que lui, à ce moment-là, il y a moyen qu'il n'y songe même pas encore. Il est plus probable qu'il assiégea Arka et d'autres bleds du coin pour assurer le repos et le ravitaillement des troupes vers Jérusalem, comme ce qu'il a fait depuis Antioche selon son organisation efficace, et qui ne peut pas vraiment aller avec l'ambition que lui prêtent les chroniqueurs. Raymond d'Aguilère le premier d'ailleurs. Ouais, il a pas l'air de lui vouloir du bien, son propre chroniqueur. C'est à se demander pourquoi. Je crois qu'on s'est mal compris là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes ? Personne vous demande de tout noter aussi, hein. Ah si, c'est moi qui demande. Quant au fait qu'il soit le seul à vouloir attendre l'empereur, ça ne devrait étonner personne. On y a vu une ruse de plus de la part de Raymond pour profiter de l'attente et ainsi prendre Arka, mais sans doute préfère-t-il raisonnablement attendre l'arrivée de renforts, terrestres et maritimes, mais aussi de ravitaillement. Ou alors, il tient à respecter son double serment auprès de la Croix et du Basileus, en s'assurant que la croisade procède en toute légalité par rapport à l'empereur. Et puisqu'on ne connaît pas la nature de son échange avec Alexis à Constantinople, on peut imaginer qu'ils ont abordé ça ensemble, sans que Raymond, comme à son habitude, n'en parle à son entourage, argument allant une fois de plus dans le sens d'une primauté de Raymond sur les autres chefs. Oui, je me répète un peu, mais au bout d'un temps, encore une fois, c'est le seul à avoir tapé la discute avec le pape et le Basileus. C'est pas anodin. Ensuite, à Jérusalem, de la même manière que les historiens en ont sans doute un petit peu trop fait sur sa jalousie envers Bohémond, eh bien, ils ont sans doute un petit peu trop exacerbé son conflit avec Godefroy après Arka. Les époux Hill supposent notamment que s'ils s'écartent assez vite dans un premier temps du campement de Godefroy pendant le siège, c'est moins par inimitié que parce qu'il y a à cet endroit-là précisément une ravine qui l'empêche d'assiéger convenablement la ville. Tout bêtement. Mais vous voyez le mal partout. Ouais, c'est ça, oui. Pareil, on dit qu'on lui propose la ville en premier, alors même qu'il n'est pas le premier à y être entré pourtant, et qu'il décline l'offre, disant avant même que Godefroy ne le dise, qu'il refuse de porter une couronne d'or là où le Christ en porta une faite d'épines. Ce qui n'est sans doute pas une coïncidence. Fort probablement, nous disent les époux Hill, la tradition selon laquelle on lui aurait offert de garder la ville reflète seulement le sentiment qu'il convenait que ce poste lui fût offert, et que, comme pèlerin, il convenait aussi qu'il le refusât. Autrement dit, on ne la lui aurait pas offerte juste parce qu'il était le plus vieux baron ou le plus riche, mais bien parce qu'il avait fait beaucoup pour la croisade,
et il aurait refusé parce qu'aucun mortel ne devrait pouvoir accepter de monter sur le trône du Christ sans avoir à rougir de son orgueil ou de sa prétention. Et de fait, pourquoi ne pas imaginer que, comme Godefroy, il considère aussi que Jérusalem revient à l'Église, comme il considérait déjà qu'Antioche revenait à l'Empire, le tout en envisageant quand même de conserver dans ces deux villes quelques tours ou palais, au même titre que les autres chefs d'ailleurs. Pourquoi les autres pas moi? J'ai droit. Et dans ce sens, c'est sans doute aussi pour ça qu'il refuse de remettre à Godefroy la citadelle, la tour de David, clé du pouvoir à Jérusalem, mais qu'il n'hésite pas à la remettre à l'évêque d'Albara, un ecclésiastique. Ainsi, il ne remet pas en question, comme d'habitude, la décision collective prise par les barons, mais rappelle sans doute un peu, une fois de plus, ce pourquoi ils ont tous pris la croix. Ce qui amène, comme le reste de sa conduite, les époux Hill à dire qu'il fut le seul chef de la première croisade à rester fidèle à l'esprit de croisade. Mais, me diront les plus attentifs parmi vous, il part bien bouder à Jéricho après l'élection de Godefroy. Bah en fait peut-être pas, il y va a priori parce que la ville offre de se rendre spontanément, comme Naplouse offrait de le faire, et fut remise à Tancred et Eustache de Boulogne, que personne n'a jamais accusé de bouder. Et d'ailleurs, quand le danger plane depuis Ascalon, Raymond y revient bel et bien pour aider Godefroy, faut bien le dire. D'ailleurs, pareil, à Ascalon, ou plus tard à Arsouf, certains pensent qu'il ne cherchait pas forcément à les occuper pour lui-même, mais juste à en tirer un fort tribut comme il l'avait fait de Tripoli. Ce qui choquait d'ailleurs pas mal ses coreligionnaires, habitués certes à voir ce genre de tractation, mais plutôt entre chrétiens, jamais avec des musulmans. Sauf qu'encore une fois, Raymond avait l'habitude des échanges avec eux depuis le Languedoc, et était loin d'être con. D'aucuns supposent d'ailleurs qu'après Ascalon, toujours dans cette logique, il tenta de reprendre les contacts esquissés avant la prise de Jérusalem avec les Fatimides, ne serait-ce que pour voir ce qu'on pourrait tirer côté alliance de ses partenaires de Byzance, ou simplement côté pognon, vu qu'ils étaient riches et semblaient tenir à la côte syro-palestinienne. Moi, quand quelqu'un achète, je vends, c'est un principe. D'ailleurs, ces événements d'Ascalon lui ont valu une réputation de mauvais gentilhomme, poussant Albert d'Aix à envisager qu'il avait encouragé les Ascalonitains et les Arsoufis à résister à Godefroy. Mais ça paraît assez peu objectif. Les chroniqueurs normands sont toujours dans leur propagande anti-provençale, Albert d'Aix essaye surtout d'excuser les erreurs de Godefroy et de charger ses adversaires, et Raymond d'Aguilère est, en bon ecclésiastique, assez éloigné de la réalité du terrain. On y reviendra. Bref, désolé pour cette flopée d'exemples parfois de l'ordre du détail sur des situations qu'on avait déjà étudiées, et pourtant je n'ai même pas dit tout ce que j'ai lu, mais tout ça m'a paru important à mettre en exergue pour porter un regard neuf sur le personnage, même si le bouquin qui m'a fait avoir ce regard neuf date de 1959. Bref, maintenant la suite. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. La croisade terminée et Jérusalem prise, il se dirige, comme on l'a vu, vers le nord, désormais considéré, si ce n'était pas déjà le cas avant, comme, et putain c'est du latin, Christianae militiae excellentissimus princeps in partibus Syriae, chef des armées chrétiennes de Syrie, un titre que lui et ses successeurs porteront après lui, mention qu'on trouve d'ailleurs dans le cartulaire de l'église du Saint-Sépulcre. Après ça, venez pas me dire que c'est pas lui le patron. Bref, sa future implantation autour de Tripoli est une affaire plus complexe et moins triviale et opportuniste que les implantations d'Édesse ou d'Antioche. Déjà, beaucoup d'historiens le soulignent, comme Brouwer, Hill, Desjans ou autres, Raymond avait l'intention de s'implanter en Terre Sainte pour des motifs plus religieux que les autres. Or, créer un état tampon entre Antioche, Édesse et Jérusalem permettrait de soutenir les deux régions tout en protégeant les pèlerins des armées voyageant entre les deux, ce à quoi il mettait un point d'honneur tout particulier, comme on l'a vu. Ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde à l'époque. Vous voulez dire à titre individuel ou le gouvernement? Que j'en sais, moi c'est bien pareil. Ah bah non, parce que moi personnellement, la condition paysanne, je me la taille en biseau, vous voyez. Quoi? Qui plus est, son fin sens politique a aussi été déterminant dans cette affaire. Il choisit cet endroit non seulement pour relier le nord et le sud, mais aussi parce que ça lui permet de surveiller Antioche et les ambitions normandes, non pour lui, mais pour l'empereur, qui en retour l'aidera, vu qu'il manque d'hommes, de matos, et sans doute même de thunes, vu tout ce qu'il a déjà dépensé. Et c'est donc pour ça qu'on le voit, après avoir défendu la Odyssée face à Bohémond, laisser son armée protéger la ville non comme sa possession mais bien comme celle de l'Empire, puis prendre un navire au printemps 1100 pour Constantinople, afin d'aller s'entretenir avec Alexis sur tous ces sujets. Conséquemment d'ailleurs, il ne peut pas vraiment intercepter lui-même la lettre de Dimbert à la Odyssée en août 1100 comme je l'avais dit, puisqu'a priori il n'y était plus. J'avais dit une connerie. Mais enfin cette connerie je l'avais lue, hein. J'invente rarement ce que j'avance. J'y peux quoi moi si après ils se plantent les historiens.
La suite, on l'a vu la dernière fois, ce sont les croisades de renfort, que Raymond va diriger non pas en tant que chef, mais en tant que guide, à la tête du contingent byzantin, exactement comme l'avait fait Tatikios en 1097 pour la première croisade. Et pour le coup, comme on l'a vu également, l'attachement très languedocien de Raymond pour le respect de la décision collective plutôt que sa prétendue faiblesse de caractère, ça n'a pas eu ici de très bons résultats. Non, mais j'ai certainement eu tort de m'embarquer avec tous ces pecnos, ça, je le reconnais volontiers. Moi, j'ai voulu faire plaisir, et voilà. Ils ont abusé de ma naïveté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas dire non. Vous savez ce que c'est, mon problème? Trop gentil. Bref, avec Alexis, que ce soit à ce moment-là, au retour du désastre de Mersiphone en septembre 1101, ou à son arrivée à Constantinople avant les croisades de renfort, eh bien, ils discutent du sort de la première croisade, de l'établissement normand d'Antioche, mais aussi du sien, déjà fait ou à faire. Alexis, en effet, lui demande de lui restituer les terres qu'il a prises ou défendues autour d'Antioche en 1098-1099, Albara, Laodicée, Maraclée ou Valagna, et qui sont encore tenus par ses vassaux provençaux, et Raymond, respectueux de ses serments et toujours soucieux de la bonne entente franco-byzantine, s'exécute. En échange, l'empereur reconnaît la légitimité du comte à s'implanter plus au sud, tout en lui apportant pour ça de l'aide, notamment depuis Chypre. Et selon Isabelle Auger, médiéviste de l'université Paul Valéry de Montpellier, qui a notamment aidé à écrire ce bouquin, Le Comté de Tripoli, État multiculturel et multiconfessionnel, eh bien, selon Isabelle Auger, c'est là que Raymond deviendrait vraiment vassal d'Alexis, tout comme le fils de Raymond, Bertrand, le sera plus tard pour un temps quand il arrivera en Orient. Une autre histoire. Bref, c'est tout bénef pour Alexis puisque ça lui permet d'avoir un pied solidement ancré dans les États latins d'Orient, surveillant Antioche et pouvant avoir un appui face à Jérusalem, tout en permettant à Raymond de s'implanter en toute légalité, comme il l'a toujours fait en Occident, mais aussi d'obtenir de l'aide pour ses conquêtes, ce dont les autres États latins d'Orient ne bénéficieront pas. Ou peu. C'est à la lumière de tout ceci qu'on va pouvoir, avant d'achever l'analyse de ce personnage en fin de vidéo, évoquer la suite de ses aventures, car nous l'avions laissé en sacrément mauvaise posture, capturé par Bernard l'Étranger à Tars, fin 1101, début 1102, envoyé ensuite à la forteresse de Serfendiar, au sud-ouest d'Anazarbe, où on l'enferme, couvert de chaînes. Mais rassurez-vous, il en faut plus que ça pour maintenir enfermé notre courageux Raymond. Si vous tenez à votre porte, ouvrez-la, parce que nous allons sortir. Ah bon? Allez, viens! Oui, c'est pas exactement ce que j'avais en tête quand j'ai dit ça. Bref, il parvient ensuite, toujours emprisonné, à Antioche, à la cour de Tancrède. En effet, celui-ci est devenu régent de la principauté depuis la capture de son oncle Bohémond, et le complexe chassé-croisé, sans mauvais jeu de mots, des chefs francs qui s'ensuit. Pour résumer, même si c'est assez simple au fond, Baudouin du Bourg de retour de Jérusalem a remplacé Bohémond de Tarente à Antioche, Baudouin de Boulogne a remplacé son frère Godefroy de Bouillon à Jérusalem, du coup Baudouin du Bourg a remplacé Baudouin de Boulogne à Édesse, et du coup Tancrède de Hauteville alors en Galilée, et s'entendant peu avec Baudouin de Boulogne, a remplacé Baudouin du Bourg à Antioche. Vous suivez, naturellement. Bref, Tancrède est ravi de ce retournement de situation, qui, mettant Raymond à sa merci, devrait lui permettre de mettre la main sur les possessions provençaux-byzantines de Syrie du Nord, notamment la Odyssée qu'il convoite ardemment comme son oncle avant lui, vu que c'est une menace pour Antioche, en même temps qu'un merveilleux débouché sur la côte. Sauf que cette capture de Raymond choque profondément son entourage, notamment le nouveau patriarche latin d'Antioche, Bernard de Valence, ou encore les barons occidentaux rescapés des croisades de renfort, qui sont pourtant redevables à Tancrède, puisqu'il a rééquipé certains d'entre eux, comme Guillaume IX d'Aquitaine et Wolf IV de Bavière. Ou alors c'est sa conscience qui le taraude. Toutoun, tu recommences à faire le salaud. Il est là Toutoun. Bah oui, non seulement ça viole les lois de l'honneur et de l'hospitalité, mais on peut aussi en déduire que Raymond était bien moins mauvais bougre que ce que les bouquins nous laissent penser. Parce que s'il avait conduit sciemment les croisades de renfort à leur perte, ou s'il avait cherché à les détourner à son profit, ou s'il avait tout simplement fui ensuite, comme on l'a dit, ces barons récemment arrivés, ils n'en auraient pas eu grand chose à carrer qu'ils se fassent coffrer. Bref, sur leur insistance, il le relâche. Mais pas sans contrepartie, évidemment. Il lui demande avant ça de jurer de ne plus intervenir dans les affaires de Syrie du Nord, ni même dans celles d'Acre, voire même de ne pas s'installer entre Antioche et Acre. On n'est pas vraiment sûr du détail. Pourquoi Acre ? Raymond y aurait obtenu des promesses d'avantage, disons, de la part du gouverneur lors de la descente de la première croisade vers Jérusalem en 1099.
Or, Tancrède convoite sans doute Acre pour son ancienne principauté de Galilée, qu'il pourra récupérer si jamais son oncle revient plus tôt que prévu, comme ça a été conclu avec Baudouin. Oui, je sais, c'est compliqué, on l'a pas vu ensemble, mais on le verra quand on parlera justement de Bohémond, Baudouin, Tancrède, etc. Et puis bon, c'est déjà pas forcément facile de raconter chronologiquement des trucs qui se passent en même temps, mais il y a des moments où ça coince. Bref, Raymond jure tout ça à Tancrède, sans doute d'autant plus facilement qu'il a promis à l'empereur de lui laisser ses possessions en Syrie du Nord. Donc d'une certaine manière, tout ça n'est pas incompatible. C'est plutôt facile de s'en laver les mains. Ainsi, de ce double fait, il ne s'intéressera plus aux affaires de Syrie du Nord, même si lui et ses successeurs utiliseront quand même un petit peu leur influence en ce sens, sans vraiment agir directement. Récupérant ainsi sa femme, son fils et ses troupes à la Odyssée, il marche ensuite vers le sud, accompagné des barons rescapés de la croisade de secours et de leurs 3000 pélos, abandonnant donc ainsi à la rapacité de Tancrède le gouverneur byzantin de la Odyssée, qui est dans la merde du coup. Vous pouvez pas faire semblant de vous intéresser un tout petit peu à mon problème là? Ainsi réunis, les croisés se dirigent vers la principauté de Tripoli, position clé donc entre Antioche et Jérusalem, tenue par la dynastie des Banu Ammar, en la personne du cadi Abu Ali Fakhr al-Mulk ibn Ammar, auquel les croisés ont déjà eu affaire plusieurs fois par le passé. Ces tractations se faisaient toujours d'ailleurs en de bons termes, puisqu'Ibn Ammar désirait avant tout qu'on lui foute la paix, régnant sur une région riche grâce au commerce de Tripoli, qui servait de débouché aux villes de l'intérieur comme Damas ou Homs, ne possédant certes pas d'armée importante, mais maintenant l'indépendance de sa principauté grâce à ses grands talents diplomatiques et à son imprenable capitale forteresse, Tripoli, accrochée solidement sur la péninsule d'Almina. Cela dit, il ne faut pas non plus croire qu'il était prêt à se laisser marcher sur les babouches, Ibn Ammar. Pour survivre dans le coin à l'époque, t'avais intérêt à être coriace. Du coup, après le départ des croisés vers Jérusalem début 1099, il en avait profité aussitôt pour reprendre la ville de Maraclée et le port de Tortosa, que les Provençaux avaient pris, contrôlant ainsi à nouveau toute la bande côtière de Laodicée et Djabala au nord, jusqu'à l'émirat de Beyrouth, encore fatimide à l'époque, au sud. Logiquement donc, Raymond en février 1102 se dirige vers Tortosa pour la récupérer, afin d'amorcer la conquête de son futur comté de Tripoli, qui, s'il veut vraiment assurer et protéger la liaison entre Antioche et Jérusalem, doit contrôler aussi bien cette route côtière que la route intérieure, via la vallée de l'Oronte, Chaïzar, Hama, Homs, puis Baalbek. Oui, comme chez Proust, qui a effectivement glissé des allusions à la cité syrienne dans son roman. Pardonnez cette petite digression culturelle. Si tu cherches à me vexer avec ta culture, eh ben je t'emmerde! Oui, c'est vrai que je sais pas pourquoi je fais le Mariotte, je l'ai pas lu. Bref, preuve de cette volonté de conquérir l'intérieur des terres, Raymond et ses héritiers se feront d'ailleurs connaître comme princes de la Chamelle, la Chamelle étant le nom donné par les latins à Homs. Homs qu'ils n'obtiendront pourtant jamais, se rendant compte assez vite qu'ils ne pourront pas contrôler beaucoup plus que le littoral, justement. Clairement, cela dit, les chaînes de montagnes du Djebel Ansarieh et du Liban, de puissantes forteresses aussi bien pour protéger leur comté que pour tenter de l'agrandir. Bref, le voilà donc à faire le siège de Tortosa dès le début de 1102 avec le soutien des barons des croisades de renfort, mais surtout d'une flotte génoise de 19 navires dirigés par Mauro de Platealonga et Pergamo de Volta. Une opportunité qui le poussa sans doute assez logiquement à commencer sa conquête par la côte. Parce que la conquête d'une forteresse de haute montagne avec une flotte, c'est plus compliqué. En tout cas, sur la côte, c'est efficace. Devant l'armée et la flotte, le gouverneur de Tortosa oppose peu de résistance et Raymond occupe la ville vers le 18 février, aussitôt reconnu sans contestation par les autres comme maître de celle-ci. Confortablement installé, il décide assez logiquement de ne pas suivre les autres qui eux veulent continuer jusqu'à Jérusalem. Bah oui, c'est pas parce qu'ils se sont fait dérouiller en route qu'ils doivent pas finir leur pèlerinage. Chose plutôt présente à l'esprit d'Étienne de Blois qui n'a pas forcément envie de se taper un troisième aller-retour. Aussi partent-ils, non sans, nous dit seul Fouché de Chartres, ce qui est donc peut-être un petit peu douteux, non sans avoir été choqué de cet abandon de la part de Raymond, et non sans l'avoir copieusement injurié, allant jusqu'au blasphème. Je regrette de ne pas pouvoir te coffrer. Mais je peux imperdre, mais va te tutoyer. Ta gueule. Oh mon Dieu, barre-toi. Oh, ça va, écrase. Oui, c'est exact, excusez-moi, monsieur le commissaire. Celui que cette nouvelle installation réjouit peu en revanche, c'est évidemment Ibn Ammar, qui revoit se pointer les emmerdes alors qu'il a toujours aussi peu d'hommes pour le défendre. Il va donc chercher des alliés, ce qui ne sera pas forcément chose facile, puisqu'il faut en trouver un qui ne soit pas trop gourmand, puisqu'il compte préserver l'indépendance de sa principauté. Bah oui, il va pas dérouiller un envahisseur pour devoir s'en taper un deuxième juste après.
Il écrit néanmoins à l'émir de Homs, beau-père et ancien atabek de Ridwan, Jana ad-Dawla, et à Dukak, frère de Ridwan, et Malik de Damas, afin d'affronter collectivement Raymond. Et le moment semble opportun, car Ibn Ammar voit soudain débarquer sous les murs de Tripoli, ou de Tortouse pour certains, c'est assez peu clair. Bref, en voyant soudain débarquer Raymond et sa terrible armée, la plus nombreuse, rappelez-vous, alors estimée à 411 selon Raoul de Caen, voire 300 selon Ibn al-Athir. C'est peu. Attendez, c'est tout? Bah ouais. Entre ceux qui ont déserté régulièrement depuis Dorilé, ceux qui sont morts, c'est-à-dire un bon paquet, ceux qui se sont implantés par-ci par-là, ceux qui sont passés au service des Byzantins ou d'autres chefs, comme Geldemar Carpenel, au service de Godefroy par exemple, et ceux qui sont rentrés après la prise de Jérusalem et la bataille d'Ascalon, bah il reste plus grand monde en fait. Mais vous le savez, le petit nombre des croisés les a rarement arrêtés. Aussi, quand Raymond voit débarquer, en plus de l'armée de Tripoli, les 2000 cavaliers envoyés par Dukak et les 2000 envoyés par Jana, dirigés par un certain Yahaz, il panique pas. On est sur du 1 contre 25, mais il panique pas. Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous? Méthodiquement, comme nous le raconte seul Ibn al-Athir, puisque les chroniqueurs francs n'en parlent pas, Raymond fait au plus simple. 100 chevaliers contre les troupes de Dukak, 100 contre l'armée de Tripoli, 50 contre ceux de Homs, et le reste comme garde personnelle pour faire la navette entre tout ça. Les cavaliers de Homs lancent le combat, mais ne parvenant pas à grand chose, paniquent et prennent la fuite, faisant à leur tour paniquer les Damascènes qui s'enfuient aussi. Les Tripolitains se démerdent mieux, mais se retrouvent quand même d'un coup avec toute la troupe provençale sur le dos. Et du coup, ils s'enfuient aussi. Derrière, logiquement, la cavalerie lourde provençale en profite et massacre tous ceux qui ne peuvent s'enfuir, Ibn al-Athir estimant à 7000 les morts musulmans. Musulmans qui dès lors chercheront peu de noises au terrible Sanjil, comme ils l'appellent. Et non, vous ne rêvez pas, 300 gonzes viennent d'empoutrer 7000 autres, voire bien plus. Hein? Léonidas? Pff, petite bite. Bon, cela dit, c'est bien beau, mais enfin, monstres de guerre ou pas, leur petit nombre les empêche quand même concrètement d'assiéger Tripoli ensuite, d'autant plus qu'elle est bien cramponnée sur sa petite péninsule d'Almina. Bah ouais, faut pas non plus tout avoir. Aussi Raymond se contente-t-il une fois de plus d'un lourd tribut d'argent et de chevaux, avant de repartir vers mars-avril 1102 à Tortouse, qu'il va consolider pendant quelques mois tout en s'établissant de plus en plus solidement dans les faubourgs de Tripoli. Et ce, d'autant plus que depuis sa récente victoire, les populations chrétiennes du coin lui filent un coup de main. Néanmoins, comme on l'évoquait, pour être sûr de son coup, il faudrait aussi qu'il contrôle ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes, du Djebel Ansarieh au nord, et du mont Liban au sud, à l'intérieur des terres donc, où se situent les villes qu'on évoquait tout à l'heure, Hama, Homs, Baalbek, etc. Il se met donc en route au printemps 1103 pour aller conquérir la vallée de la Beka, que les Francs appellent Boké, afin de contrôler la vallée de l'Oronte plus au nord et de couper Tripoli de son arrière-pays, ainsi que d'éventuels renforts de Damas ou de Homs. Il tente ainsi de prendre les forteresses de Touban, la Tubanie des Francs, puis d'Osn al-Akrad, le futur Krak des Chevaliers, qu'il avait déjà occupé lors de sa descente vers Jérusalem, puis abandonné, rappelez-vous. Sauf que ces deux forteresses, elles appartiennent désormais à l'émir de Homs, Jana ad-Dawla, qui est alors le plus redoutable adversaire de Raymond. Jana, évidemment, ne reste pas inactif, et prépare aussitôt une armée pour secourir ses forteresses. S'apprêtant à partir, il va prier une dernière fois le 12 mai 1102 à la grande mosquée de Homs pour obtenir la victoire, et puis malheureusement poignardé au sortir de celle-ci par 3 Nizarites. Oh putain, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des Nizarites. Ce sont les Hashishines, les assassins, qui assassinent, hein, c'est dans le titre, voilà. Assassin. Assassin? Assassin. Ceux-ci, sectes chiites ismaéliennes, sont en effet très présents dans la région, nombre de leurs forteresses se situant dans le Djebel Ansarieh, et ils vont devenir un énième acteur important du Proche-Orient, entre les différents latins, les différents arabes, les différents turcs, les différents byzantins, etc. Comme si c'était pas déjà assez compliqué. Si on a le temps un jour, on en reparlera, mais, vu ce que j'ai déjà à faire, on va attendre un chouïa. Surtout que le sujet est pas évident à traiter. Mais bref, pourquoi assassine-t-il Jannah? Eh bien sans doute, au-delà des conflits entre voisins, ou entre sunnites et chiites, puisque Jannah, fervent sunnite, avait écarté l'un de leurs maîtres de l'entourage de Ridwan, qui même s'il est sunnite, leur était plutôt favorable. Oui, je sais, c'est compliqué. Bref,
Sans aucun doute parce que Ridwan, très proche des Nizarites justement, le leur a tout simplement demandé. Non pas qu'il déteste Beau Papa parce qu'il n'a pas fini de travailler sur son complexe d'Oedipe, mais parce que Janna, non content de ne pas lui être venu en aide comme promis pendant l'été 1100, alors que les Normands d'Antioche asticotaient le Ridwan de partout, eh bien il a carrément attaqué le Ridwan, après avoir été froissé du caractère hautain de Ridwan. N'empêche qu'en 3 piges, il pardonne pas facilement le Ridwan. Mais moi, j'oublie rien. Je suis le vilain, moi. Le rancunier. Bref, c'est évidemment une aubaine pour Raymond, qui abandonne aussitôt le siège du Krak pour venir le 15 mai assiéger Homs, qui est alors en proie aux troubles politiques. Bah ouais, faut bien trouver quelqu'un pour tenir la baraque. La veuve de Janna, donc qui est mère de Ridwan, appelle donc son fils, mais les conseillers du défunt, qui sont peu favorables à cet ami des Nizarites, préfèrent appeler son frère Dukak, qui est un bon sunnite, ce qu'il préférerait. Celui-ci arrive donc sur place avant son frère aîné Ridwan, qui peut toujours pas piffer, enfin en même temps il faut dire que Ridwan, à son accession au trône, a fait buter leurs 2 frères et que Dukak s'en est sorti de justesse. Dukak est donc beaucoup trop content de pouvoir lui couper l'herbe sous le pied, arrivant avec son atabeg Tourtekin, que nous aurons aussi l'occasion de recroiser je pense. Et évidemment, devant tant de renforts, Raymond quant à lui se retire à nouveau sur la côte. Et ça tombe bien. Il apprend alors à Tortosa l'arrivée des 40 navires génois d'Ansaldo Corso à Laodicée, dont il s'empresse aussitôt de louer les services, pour assiéger Tripoli à la fin de l'été 1103, évidemment. Bon, malheureusement, ça devient lassant et répétitif, celle-ci résiste toujours aussi bien, et le siège est levé. Mais Raymond se consolera tout de même en s'emparant avec cette flotte le 28 avril 1104 du port de Djbaïl, au sud, dont en récompense les Génois recevront un tiers. Djbaïl, qui correspond d'ailleurs à l'antique Byblos. Franchement, tout ce merdier pour ramener un bibelot, c'est quand même moyen. Ben non, juste Byblos, hein. Bon, en même temps, c'est moi qui ai rajouté ça au montage, alors pourquoi je me parle à moi-même? Bref, entre-temps, cela dit, fait très important, fatigué de voir Tripoli lui résister aussi longtemps, Raymond décide d'employer les grands moyens. Autrement dit, il fait construire dès la fin 1103, voire même dès son arrivée à Tortosa en février 1102 selon certains, un château, le Mont Pèlerin, ou Qalaat Saint-Gilles, château Saint-Gilles pour les Arabes, sur une crête surplombant la gorge de la Kadisha, à 5 km de Tripoli. Et c'est là que les tribus extorquées à Tripoli ou à Homs, mais surtout les efforts envers les Byzantins vont lui être utiles, puisque ceux-ci, conformément à l'accord passé avec Alexis, vont lui envoyer depuis Chypre du matos et des maîtres d'œuvre, faisant apparaître le château en un rien de temps. Et ce, sans doute aussi pour le remercier d'avoir tenté une fois de plus de dissuader Tancrède de s'emparer de Laodicée, un peu avant tout ça. Oui, non, Laodicée c'est compliqué, j'essaie de rendre ça simple, mais c'est pas toujours facile. Il peut donc, dès le printemps 1104, s'installer au Mont Pèlerin, voire fin 1103 pour les plus optimistes, assiégeant ainsi Tripoli perpétuellement, tout en ayant pris les 2 plus grands ports de la principauté au nord et au sud, Tortosa et Djbaïl, ainsi que Rafania à l'intérieur des terres à une date inconnue. Le siège se passe d'ailleurs d'autant mieux qu'avec la fin du chantier du château, les chrétiens du Liban, majoritairement maronites, font définitivement cause commune avec les Francs. Sauf que Tripoli, toujours peinarde sur son imprenable péninsule, survit encore tranquillou grâce à son inépuisable richesse, elle était réputée notamment pour ses orfèvres, et à sa riche marine marchande qui va s'approvisionner rubis sur l'ongle dans les ports fatimides au sud. Opiniâtre, hein? Ça va durer encore pas mal de temps. Le siège continue donc ainsi, ponctué d'assauts des Provençaux ou de sorties des Tripolitains, l'une d'elles à l'été 1104, foutant d'ailleurs le feu au faubourg jusqu'au Qalaat Saint-Gilles. Raymond, du haut de ses 62 piges, se battant comme un lion, tel le vaillant et puissant chevalier qu'il a toujours été, serait alors blessé par la charpente en flammes s'effondrant sur lui. À quoi bon faire toutes ces pompes si vous êtes incapable de soulever une foutue poutre? Mais il survit, il tient bon le vieux, toujours coriace. Aussi, méritant bien son nom, Ibn Amar en amarre et finit par conclure une trêve au printemps 1105, cédant les faubourgs de sa capitale aux Francs. Saint-Gilles gagne du terrain. Malheureusement, il est malade, soit à cause de cette blessure de l'été précédent, soit parce que tout simplement il n'est plus tout jeune. Les historiens débattent sur l'authenticité de cette histoire d'incendie. Ce qui demeure irréfutable, c'est qu'effectivement, il meurt malgré tout le 28 février 1105, amèrement pleuré par ses chevaliers, à près de 63 ans. Sa mort évidemment pose problème, non seulement parce que son comté n'a pas encore de véritable capitale et est morcelé du nord au sud, mais aussi parce qu'il laisse 2 fils,
L'aîné en Occident, que certains prétendent bâtard, Bertrand, dirigeant le comté depuis le départ de son père, et l'autre en Orient, Alphonse Jourdain, qui n'est qu'un enfant en bas âge. La régence, en attendant de trancher cette très épineuse question, est confiée à Guillaume de Cerdagne, dit Guillaume Jourdain, petit-neveu d'Almodis, la mère de Raymond, et qui est arrivé en Terre Sainte, sans doute à la suite de Guillaume IX d'Aquitaine. Guillaume Jourdain, pas Almodis. Bref, il va s'efforcer de continuer fidèlement l'œuvre de son prédécesseur, créant petit à petit les contours du comté de Tripoli, le tout sans chercher à flouer l'héritier légitime, Alphonse, qui néanmoins, de par sa frêle existence, menace autant le pouvoir de son frère Bertrand en Occident que de ce régent Guillaume en Orient. Ouais, c'est le chiard le patron. Hé, poupée, pourquoi tu descends pas m'acheter le journal du turfiste? Oh! Bon, d'accord, j'y vais. T'es un homme à femme, toi. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Pour finir la nôtre, au vu de tout ce qui a été dit ici, pourquoi Raymond fut-il si peu apprécié, voire même si peu connu comparé aux autres personnalités de la première croisade? Eh bien, les raisons sont multiples. Déjà, nous l'avons un peu évoqué, Raymond est relativement discret sur sa politique, ce qui certes est gage d'efficacité, mais enfin suscite évidemment des questions et de l'incompréhension, que ce soit de la part de son entourage, des autres barons, du clergé ou même des pèlerins. Ensuite, malgré toutes ses qualités et le fait que Brouwer évoque sa personnalité comme étant la plus saillante parmi les chefs, Raymond n'est pas aussi charismatique que Baudouin ou surtout Bohémond. Celui-ci notamment cesse attirer la sympathie des croisés par sa souplesse, sa bonhomie ou même ses coups de théâtre, comme lorsqu'il menace de quitter le siège d'Antioche pour se faire prier. Raymond, lui, ne joue pas ce genre de jeu et semble n'avoir que faire de s'attirer la vedette. Et déjà, rien qu'avec cette discrétion et ce manque de popularité, on a un personnage certes passionnant, mais pas haut en couleur, ni même romanesque. Alors pour passer la postérité, c'est compliqué. Ah bah super, bravo, magnifique, parce que pour faire une légende avec ça, hein... Pire encore, il n'a pas bon caractère. Anne Comnène, qui est peu objective, ça c'est sûr, le dit certes brillant parmi les latins comme le soleil parmi les astres, mais on le dit aussi cupide, turbulent, colérique, impulsif, fanatique et cruel, puisqu'en Slavonie, il mutile monstrueusement les gars qui s'en prennent à son convoi pour décourager les autres. Bah oui, mais enfin il est aussi pieux, droit, courageux, excellent chevalier, bon chef de guerre, bon gestionnaire, et rien de tout ça n'est incompatible avec le reste. Pour résumer, encore une fois en citant les Texans que je préfère, sans doute, si Raymond mérite tout ce que l'on a écrit de lui, il est l'image de ces contrastes caractéristiques de l'esprit médiéval, de la violence de la guerre sainte, mêlée à un sentiment religieux sincère. Ensuite, autre principal problème qu'il a rencontré, c'est Bohémond, et de manière générale les Normands. De fait, quand Bohémond sortira de Tôle pour retrouver une principauté d'Antioche aux finances assez mal en point, il se lancera dans un tour d'Europe pour ramasser du blé tout en balançant de la propagande anti-byzantine. Alexis représentant alors le plus gros danger pour lui, vu qu'il veut toujours régler cette vieille histoire d'Antioche. Et par ricochet, Raymond étant un allié d'Alexis, il s'en prend une, lui qui semble avoir toujours cherché à demeurer intègre, respectant le plus scrupuleusement possible son double serment auprès du pape et du basileus, double serment qui d'ailleurs, couplé à sa discrétion politique, pourrait expliquer à lui seul pas mal de ses actes un peu déroutants, un peu étranges ou incompréhensibles, au moins jusqu'en 1100. Mais il y a pire. Si les Normands le détestent, et qu'il est tout ce qui a été écrit de lui, comment expliquer que Raoul de Caen, pourtant soutien fervent voire fanatique de Tancrède, le couvre de louanges à l'occasion, ou que l'auteur normand anonyme des Gesta, soutien de Bohémond, vante parfois ses mérites? Eh bien, probablement on est d'accord parce qu'il est un petit peu moins un trou du cul que ce qui a été dit de lui. Mais dans ce cas, pourquoi cette version des faits, qui plus à son honneur, n'est pas parvenue jusqu'à nous? Eh bien parce que celui qu'on estime être son chroniqueur, Raymond d'Aguilère, n'a pas fait son boulot, tout simplement. Ou plutôt, il ne l'a pas fait au sens où l'on pourrait s'y attendre. Sauf que ça, malheureusement, cette petite nuance, les historiens n'y ont pas forcément fait gaffe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors... Ah bah si tout le monde s'en fout, ah bah je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes d'eau avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Quand Albert d'Aix encense Godefroy, quand l'auteur des Gesta admire Bohémond, quand Fouché de Chartres ne tarit pas d'éloges sur Baudouin, ou quand Raoul de Caen vante les mérites de Tancrède, eh bien Raymond d'Aguilère, qui pourtant se vante d'avoir connu l'intimité du comte,
est plus intéressé par la portée morale de son récit que par la gloire qu'il peut apporter à son maître, ou par l'objectivité des faits, tout simplement. Ce qui fait donc un petit peu de lui une exception au milieu de tous ces chroniqueurs attitrés. En effet, cette visée morale l'a donc poussé tour à tour à louer et à condamner, voire même à modifier selon ses buts didactiques, les actions du conte pour en faire un personnage un peu irréel, contradictoire et énigmatique, inséré dans un récit qui prend le pas sur la personnalité réelle du conte, puisqu'il est plus important aux yeux de son auteur d'en tirer des conclusions religieuses et morales, etc., que de retranscrire la réalité. Ou encore une fois, de dresser un portrait hagiographique de son maître. Un récit qui s'apparente donc moins à une hagiographie du conte qu'à un exemplum. Souvenir des cours de lettres, si. Un exemplum étant un récit visant à donner un modèle de morale et de vertu, exemplum ici, où seule la volonté de Dieu compte, et non les actions des hommes. Comme le pense alors, on le disait au début, la plupart des ecclésiastiques qui ne pigent rien à la stratégie, à l'intendance, à la diplomatie ou à l'organisation. Ainsi donc, pour toutes ces raisons, non seulement son nom ne parvint pas, ou fort peu, jusqu'à nous, mais pire encore, il nous en est parvenu un écho détourné, fort peu élogieux et ne rendant pas honneur à tout ce que cet homme déploya de patience, d'efforts et de moyens pour que la croisade atteigne son but. Surtout ne me remerciez pas tous à la fois. Du moins, est-ce ce que de plus en plus d'historiens croient, comme les époux Hill déjà en 1959. Selon eux, je cite, « Il fut sans doute, de tous les chefs croisés, le plus énigmatique et le plus discuté. L'histoire allait d'abord approuver ses exploits, puis le priver de la gloire qu'il méritait, et finalement apprécier peu à peu sa conduite à une plus juste valeur. » Mieux encore, pour conclure, je citerai encore une fois ces deux chercheurs texans qui ont changé ma vision du personnage, si tant est, encore une fois rien n'est sûr, que leur hypothèse soit juste, ce qui à 9 siècles d'écart est impossible à vérifier, mais qui, comme on l'a vu, n'est pas plus incohérent que celle qui fait de lui un connard imbu de lui-même. Cette citation, la voici. La meilleure réponse aux accusateurs du conte est peut-être la question suivante. Qui, parmi tous les chefs des croisés, aurait pu rassembler les chrétiens en janvier 1099 sous les murs de Maharat al-Nouman et les conduire plus rapidement et avec plus de succès à Jérusalem ? Si l'on envisage tous les problèmes que posaient l'approvisionnement, les opérations militaires et la résistance turque, il apparaît qu'aucun nom ne peut être avancé. Ainsi donc, le vieux et vaillant Raymond de Saint-Gilles ne serait pas qu'un imbécile vaniteux parmi les autres, un ambitieux égoïste comme Bohémond de Tarente ou Baudouin de Boulogne, ou un personnage effacé comme Godefroy de Bouillon, mais peut-être, et j'insiste bien sur le peut-être, le chef inavoué de la première croisade, constamment conspué, jamais reconnu par ses pairs, mais sans qui rien n'aurait été possible. Because he's not a hero. He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Oui, c'est totalement la choucroute, et ça va être de pire en pire avec le confinement, rassurez-vous. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en une fois, en deux fois, ou que la deuxième partie. Cela dit, j'avais dit que vous jugerez. Merci aux tipeurs aussi également, puisque ça fait quand même quelques mois maintenant, plus quasiment 6, 7, 8 mois que vous me permettez de vivre pleinement de ça. Et c'est ouf, donc un grand merci à vous. Comme vous le constatez, ça me permet aussi de faire des plus longues vidéos. Donc si vous en avez l'envie, vous aussi, et les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee. Il reste en gros Bohémond, Baudouin et Tancred à traiter, donc je pense que ce sera soit un Tancred tout seul, soit un Bohémond Tancred première partie, puisque Tancred va y avoir deux parties, je pense. Parce que c'est un règne assez long, donc faut voir. Et pareil pour Baudouin, il y aura deux parties, donc on est pour au moins 5 vidéos, voire plus, puisque je comptais aussi, je sais pas si ça vous plaira encore, faire une vidéo sur les chroniqueurs. On vient de voir l'importance qu'avait le parti pris des chroniqueurs dans le récit qu'on nous a fait de la croisade, donc si vous voulez, on pourra faire un épisode aussi uniquement sur les chroniqueurs, comme je vous l'avais proposé. Ensuite, quelques petits détails. Je peux pas mettre toute la bibliographie dans la description, puisque depuis quelque temps, YouTube a limité le nombre de signes de sa description à 5000, ce qui, entre les crédits, des extraits, des musiques et des bouquins, est compliqué. Du coup, je ne mets pas toutes les sources. Donc, il y en a certains qui me disent « Ouais, t'as pas mis la chanson d'Antioche, ou alors t'as pas mis les croisades vues par les Arabes. » Oui, je les ai lus, ou du moins je les ai, j'ai pas lu toute la chanson d'Antioche, c'est un pavé comme ça, mais
je peux pas tout mettre, donc c'est plus une bibliographie sélective, si vous voulez, par rapport à chaque sujet. Ensuite, désolé, ces derniers temps, je ne réponds pas beaucoup aux mails, c'est vrai, je bosse énormément sur le fait de faire avancer cette foutue croisade. J'ai aussi d'autres choses à traiter, évidemment, mais voilà, donc désolé, je réponds pas beaucoup aux mails, c'est vrai, c'est pas bien, mais je les lis tous, je réponds quand il y a des questions précises, etc., du moins j'essaye, mais c'est un boulot à part entière, en fait, community manager. J'essaie d'être plus sur la phase écriture, la phase tournage, la phase montage, et sa phase recherche, etc., mais il faudrait aussi que je me consacre un peu aux mails, j'entends bien. Voilà, les camarades, du reste, j'espère que vous vous portez bien malgré tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou de taper sur la cloche pour ne rien manquer des vidéos prochaines. Bon, en même temps, vu que je tease en permanence, alors je sais qu'il y en a que ça saoule aussi, mais encore une fois, j'ai plus les réseaux, hein, donc moi je fais ça qu'ici, en mode la vidéo on est là, la vidéo on est là, la vidéo on est là. Et voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, et on se dit au mois de décembre a priori. Voilà, ciao.